comment je découvre l'organisation apprenante. Parce que alors, moi, je pars là-dedans de façon très empirique, en fonction de ce que j'ai vécu auparavant, de ce que j'ai découvert ensuite de la dimension internationale dans mon job précédent. Donc tout ça est très empirique au départ. Et là, je rencontre un consultant un jour avec qui on déjeune et il me demande qu'est-ce que tu fais Et je lui explique que je suis sur différents projets, mais qu'il y en a un qui est particulièrement à ce moment-là présent, c'est celui de cette université. Et lui me dit, tiens, c'est amusant parce que quand tu me parles de ça, ça me fait penser à une organisation apprenante. Et donc c'est là qu'il m'explique et qui m'encourage à prendre contact avec Solfrance. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Eric Mellet, consultant et également président de Solfrance. Alors, Solfrance est une association émanant de Global Sol, organisation qui développe depuis près de 3 décennies les travaux de Peter Senge, qui a théorisé les organisations apprenantes. Avec Eric, on aborde donc sa rencontre avec ce thème de l'organisation apprenante il y a 20 ans déjà, et comment, de la pratique à la théorie et de la théorie à la pratique, il a appris, il a compris et développé des écosystèmes apprenants. Eric revient également sur la genèse des premières pratiques conscientes d'organisation apprenante dans les années 70, avant même que Peter Senge ne théorise avec le livre La 5e discipline. C'est un épisode bien sûr très riche que nous avons scindé en 2 parties et je vous propose d'écouter cette première partie où vous allez voir effectivement on revient un petit peu dans l'histoire et on apprend beaucoup de choses sur les organisations apprenantes. Bonne écoute. Bonjour Eric. Bonjour Cyril. Eric, je suis très heureux de vous recevoir sur le podcast de l'entreprise apprenante parce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez et vous œuvrez depuis de nombreuses années. Voilà, dans vos activités de consulting et pour le compte de Solfrance, on va en parler tout au long de cet échange. Mais pour démarrer, je vais vous demander de vous présenter et de nous donner quelques événements clés de votre parcours. Alors, ça va être long si je me présente. Non, on va faire court. Je suis originaire de Bordeaux, toujours important, me semble-t-il, de savoir d'où on vient. Et j'ai suivi un parcours assez classique. Enfin, initialement, je voulais faire de la philosophie. Ça s'est pas fait. J'ai fait une école de commerce, donc c'est en ça que c'est assez classique. Et j'ai rejoint très vite à la sortie de Bouygues Bien, en l'occurrence L'Oréal, où j'ai passé pratiquement 30 ans, en démarrant comme commercial, en faisant plein de choses différentes en 30 ans. Mais on va dire une période France commerciale, direction commerciale, business développement. Et ensuite, une rupture intéressante, puisque je suis parti aux États-Unis, découvrir une marque américaine qui s'appelle Redken à l'époque, pour revenir en France et la lancer en partant de rien et avec une démarche qui était très alternative par rapport à ce qui se faisait sur le marché à l'époque. Là, on était en 97, ça ne me rajeunit pas. Et puis ensuite, je passe à l'international avec une direction zone. Je m'occupe de 12 pays sur justement cette marque et une autre qui a été rachetée entre-temps qui s'appelle Matrix. Et puis la dernière partie de ma carrière qui a duré pratiquement 12 ans. Donc, c'était aussi une création de poste. Alors, l'une des particularités, c'est ça, c'est que, à part le premier job que j'ai eu à L'Oréal, sinon, ça n'a été que des créations de postes, on y reviendra peut-être. Donc, la dernière aventure qui a duré 12 ans était très intrapreneuriale, puisque, en partant d'une page blanche, ça a consisté à mener différents projets, mais parmi lesquels, peut-être les plus saillants, ont été la création d'une première université de marque, qui a été lancée dans 55 pays. Et cette université de marque, qui d'ailleurs a été à l'origine de ma découverte du concept d'organisation apprenante, a donné lieu à une académie
qui elle a été lancée dans 75 pays. Voilà. J'ai quitté L'Oréal en 2015. Juste avant de partir, je suis reparti à l'école, en l'occurrence à Cambridge, pour faire un master de recherche en psychologie positive appliquée. Et puis aujourd'hui, je suis consultant, coach et facilitateur, on va dire, de transformation. Et président de Sol France, en l'occurrence la Société pour l'organisation apprenante, qui est une association qui a 23 ans exactement. Ouais, et d'ailleurs, ouais, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Sol France, de sa mission, de son rapport avec Sol International, avec Peter Senge? À l'origine, déjà, Sol France est né des travaux de Peter Senge, en l'occurrence Irène Dupont-Couturier, qui est la fondatrice de Sol France. Euh, Suite à l'ouvrage La cinquième discipline, paru en 1990 de Peter Senge, Irène donc a créé Sol France. Et les liens ont toujours été bien sûr très étroits avec Peter Senge, puisque c'est lui qui a formalisé cette idée d'organisation apprenante. C'est pas lui le premier qui avait eu cette vision de l'organisation apprenante, mais c'est lui qui, à travers ces 5 disciplines, on a vraiment formalisé le concept historique, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'organisation apprenante, mais en tout cas sur le plan de la conception initiale, c'est Peter Senge. Et Sol France, effectivement, fait partie d'un réseau plus global qui s'appelle Global Sol, justement, et qui a des antennes dans plusieurs pays, que ce soit au Japon, en Suède, aux États-Unis, en Espagne, bon, différents pays. Ok, et très bien. De toute façon, on va revenir effectivement sur ce que vous faites en tant que consultant Mm. chez Sol France. J'aimerais bien qu'on revienne effectivement sur votre parcours, puisque, comme vous avez dit, vous avez été très synthétique dans votre parcours, mais dans ce parcours, vous avez parlé d'une période où vous avez découvert les organisations apprenantes. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette période de votre vie. Euh, voilà, et c'est quoi le contexte, que vous nous remettiez un petit peu, on fasse un flashback, que vous nous remettiez le contexte. Vous êtes où? Quelle est votre mission? Quels sont vos enjeux? Et comment vous le découvrez? Et comment vous commencez à manier la chose, à manier le concept, à manier la pratique? Alors, on est en 2003, je crois, de mémoire, 2003, et je viens d'être donc directeur général du business développement et de l'excellence commerciale pour la division produits professionnels de L'Oréal, c'est-à-dire 8 marques à destination des professionnels, donc un modèle B2B2C. Et c'est une création de poste, et je me retrouve peut-être 8 jours après avoir pris donc cette nouvelle fonction. Je me retrouve dans une réunion à Londres, et à ce moment-là, un directeur de zone, c'est-à-dire un membre du comité de direction, m'interpelle et me dit, bon, ben Eric, on a racheté cette marque qui s'appelle Matrix, qui est numéro 1 aux US à l'époque, une marque qui fait 350 millions de dollars, qui a été rachetée à la fois par rapport aux parts de marché qu'elle représente sur le marché US, mais aussi pour son potentiel d'internationalisation, parce qu'elle vient bien compléter le portefeuille de marque de la division à ce moment-là, en donnant une marque d'accès assez démocratique finalement. Euh, et, euh, et lui me dit, voilà, on va lancer cette marque dans plus de 40 pays en 3 ans. On va passer par un modèle qui n'est pas le modèle classique de L'Oréal, c'est un modèle de distribution indirecte, donc qui est le modèle US d'ailleurs, hein, on va passer par des distributeurs. Ce sont ces distributeurs qui ont des forces de vente, donc ce n'est pas des forces de vente directement Hmm. sur le payroll de L'Oréal. C'est pas obligatoirement des forces de vente qui ont un grand niveau par rapport à celui qu'on a l'habitude de connaître. Donc voilà, penser à quelque chose pour développer ces compétences de ces gens qui indirectement vont contribuer au développement de la marque pour nous. Bon, le brief n'est pas beaucoup plus précis que ça. Il se trouve que euh, la, la nature ou la vie fait bien les choses. Il se trouve que le même jour, je rencontre le directeur de la formation commerciale justement au UK, et on accroche très vite. D'ailleurs, on se retrouve dans son bureau
pour, sur un coin de table, littéralement, écrire en 2 jours de formation, parce que 3 semaines après, on est censé se retrouver en Pologne pour former une cinquantaine de commerciaux, justement de ces distributeurs polonais qui vont lancer la marque. Alors, on est dans son petit bureau, sur son coin de table, hein, et on est amené à se poser des questions sur, dans l'urgence, hein, sur qu'est-ce qu'on va leur raconter. On ne sait pas très bien sur qui on va tomber. On ne parle pas le polonais, bien sûr. 3 semaines, ça fait un peu court pour l'apprendre. Donc, voilà, on se pose des tas de questions. On se dit, entre autres, qu'on ne veut surtout pas apparaître comme l'anglais et le français qui viendraient comme ça en position de sachant apprendre à des pauvres commerciaux polonais. Donc, voilà, on se pose des questions sur justement l'impact qu'aura la traduction simultanée, puisque c'est ce qui va se passer, sur le flot de la formation. Donc ça nous amène à nous dire qu'il faut qu'on parle le moins possible, qu'on soit le plus possible dans l'expérience. Bon, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a été tous les deux commerciaux, qu'on a été tous les deux chefs de vente, on a encadré des équipes de commerciaux, moi j'étais directeur commercial, donc voilà, on a une expérience du métier et on a vécu beaucoup de réunions très ennuyeuses de formation. Et voilà, très descendante, et on se dit qu'il ne faut surtout pas qu'on soit là-dedans. En plus, on ne connaît pas le niveau, bien sûr, l'hétérogénéité peut-être du niveau qu'on va trouver là-bas. Donc, on fait ensuite 2-3 allers-retours, et puis on se retrouve en Pologne, dans la campagne polonaise, avec ces 50 commerciaux. On passe 2 jours avec eux. On vit une expérience assez extraordinaire. Aussi, manifestement, ça se termine d'ailleurs dans une discothèque à Varsovie, où ils nous jettent au plafond, ce qui, pour des Polonais, on l'apprendra après, est un signe de grande joie et de grande satisfaction. Et leur patron, d'ailleurs, nous dit: qu'est-ce que vous leur avez fait, quoi? C'est comme s'il y avait un avant et un après. Donc ça, c'est la première session en Pologne. Quelques semaines plus tard, il y aura la Russie. À l'époque, on pouvait aller en Russie, donc on se retrouve dans la même configuration, même succès, même enthousiasme. Et finalement, le troisième pilote, ce sera la République tchèque. Encore un groupe de même taille et à nouveau le même type d'expérience. Bon, et là, il se passe plusieurs choses. D'abord, je suis en charge de 8 marques, donc pas d'une seule. J'ai d'autres projets qui commencent à émerger. J'aime beaucoup me retrouver dans cette posture de facilitateur, mais voilà, je peux pas passer ma vie et mon temps à faire ça. Et puis, donc on parle d'une quarantaine de pays avancés, dont l'Inde, la Chine, le Brésil, enfin des mastodontes à 3 ans. Donc en gros, je me dis que ça va pas être possible de continuer comme ça. Et là vient l'idée, c'est littéralement ça, hein, vient l'idée un matin, je me souviens très bien de pourquoi pas créer une université. Voilà. Et si c'était une université, alors bien sûr virtuelle, on n'a pas les moyens. Alors ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même important, c'est que j'ai pas de budget à l'époque, hein, puisque c'est un projet qui émerge. Ouais. Je dis ça parce que souvent on a tendance à penser, oui, c'est L'Oréal, donc c'est beaucoup Ouais, de tout à moyens fait. et tout. En l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Le projet émerge, il n'a pas du tout été anticipé, et tout va se faire avec, au départ en tout cas, vraiment à la débrouille, pour pas dire autre chose. Et, euh, et donc voilà, cette question, pourquoi pas une université, parce que il faut s'inscrire dans le temps long. Voilà, c'est pas juste en une formation que les choses vont changer. Il faut que les choses vivent dans le temps. Il va y avoir du turnover, des gens qui vont arriver, d'autres qui vont partir. Bon, et puis il faut passer par des niveaux différents. Donc, le réfléchir à une université, ou le conseil d'une université, a plein de vertus, au sens où ça oblige à réfléchir effectivement à des contenus qu'on va pouvoir diffuser dans des environnements différents. Donc, qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est spécifique. Ça induit l'idée d'un parcours de développement, en passant de skills qui sont assez basiques à des compétences plus avancées.
Ça induit une idée d'appréciation, de certification, donc de reconnaissance finalement, Mhm. pour des gens qui n'ont pas obligatoirement des bons souvenirs hein, des bancs de l'école. Les commerciaux, c'est pas toujours ceux qui ont fait les plus grandes études. Et donc, cette idée de valoriser leur implication, pour le coup, dans le développement de leurs compétences, apparaît aussi dès le départ. Enfin bon, voilà, plein de choses. Et, et ensuite, au-delà des contenus, du parcours, la question se pose de qui pour délivrer ces contenus. Là, j'ai pas de ressources, moi, j'ai pas de budget pour engager une compagnie de formateurs à l'échelle internationale dans les pays où on va lancer. Donc, assez vite vient l'idée aussi de s'appuyer sur l'encadrement euh, de Matrix, qui là en l'occurrence sont des employés de L'Oréal, de s'appuyer sur eux, sur ces cadres commerciaux, pour que eux fassent la formation des commerciaux des distributeurs. Donc on parle de formation de formateurs. Alors maintenant c'est très commun. En 2003 c'est très avant-gardiste. En tout cas dans le cas de L'Oréal c'est quelque chose qu'on n'a pas envisagé jusqu'alors. Mhm. Et, euh, et alors ça va être à peu près près d'un an, pas que sur ce seul projet, mais en tout cas, la gestation du contenu, du curriculum, ça va s'étendre sur près d'un an après ces pilotes, pour nous amener en 2005 au premier Trainers Camp, c'est-à-dire à la première formation de formateurs qui va durer sur 5 jours. On va avoir, je crois de mémoire, 26 ou 27 participants qui vont venir de 15 ou 17 pays différents et qui vont venir passer vraiment, s'immerger dans une expérience pédagogique qu'on veut à l'époque la plus extraordinaire possible, euh, pour que eux-mêmes ensuite, revenus dans leur pays, lancent leur université matrice. Donc c'est voilà, l'idée c'est un peu imaginer ça comme une franchise. Quand on vient chercher le master franchise et puis ensuite on le lance dans son pays. Euh, les ressources, on est deux, c'est-à-dire moi et mon assistante à l'époque, qui au fil des ans deviendra chef de projet. Autant dire qu'il y a très peu de ressources. Sur le plan hiérarchique, j'ai aucun comment dirais-je, lien avec tout l'écosystème qui est impliqué finalement dans ce projet. Ça veut dire que dans chaque pays, euh, la direction générale de la division d'un pays qui encadre plusieurs marques est impliquée. Bien sûr, le directeur général de la marque en question est impliqué, ainsi que son directeur commercial, marketing, éducation. Enfin, donc j'ai aucun lien hiérarchique sur ces personnes-là. Chaque pays fait partie d'une zone. Hein. Le monde est divisé en 5 zones. Donc les directeurs de zone aussi, qui sont membres du CODIR, sont impliqués. La direction générale. Enfin bon, donc il y a tout un écosystème embarqué dans ce projet, mais sur lequel j'ai aucun pouvoir au Mhm. sens classique du terme. Donc tout va se faire par le réseau. Alors aujourd'hui, même chose, on parle beaucoup de réseau, mais à l'époque, être dans une approche de réseau et plus de leadership par l'influence que par l'autorité, c'est quelque chose d'assez neuf. Et pour revenir à votre question de comment je découvre l'organisation apprenante, parce que alors, moi je parle là-dedans de façon très empirique, en fonction de ce que j'ai vécu auparavant, de ce que j'ai découvert ensuite de la dimension internationale dans mon job précédent, ce que j'ai aussi découvert dans l'approche des marques américaines, hein, qui ont une autre façon de raisonner, de s'adresser au marché que les marques d'inspiration européennes. Donc tout ça est très empirique au départ. Et là, je rencontre un consultant un jour avec qui on déjeune et il me demande qu'est-ce que tu fais Et je lui explique que je suis sur différents projets, mais qu'il y en a un qui est particulièrement à ce moment-là présent, c'est celui de cette université pour cette marque Matrix. Et lui me dit, tiens, c'est amusant parce que quand tu me parles de ça, ça me fait penser à une organisation apprenante. Et je dis, oui, qu'est-ce que c'est une organisation apprenante? J'ai jamais entendu parler de ça. Et donc c'est là qu'il m'explique et qui m'encourage à prendre contact avec Sol France.
Et c'est donc en 2005 que je rencontre les gens de Seul France, que je découvre que derrière ce que moi j'ai fait de façon très empirique et très pratique, en m'appuyant sur le terrain, il y a toute une théorie d'un monsieur éminent, en l'occurrence Peter Senge, qui est chercheur à MIT. Et c'est comme ça que j'ai noué ensuite des contacts avec Sol aux États-Unis, puisque l'une des grandes, comment dirais-je, l'un des grands moments de cette université, ça a été le lancement aux États-Unis en 2008, c'est-à-dire dans le berceau de la marque, qui au départ voyait ça d'un œil un peu condescendant. Et puis en 2008, lors de la crise financière, connaissant des difficultés, se dit bah oui, ça serait peut-être pas mal qu'on y pense pour nous. Et on se retrouve à deux, je pense qu'il y en a toujours, deux petits Français partant à New York pour former une équipe de consultants californiens. Et les Américains vont mettre beaucoup pour le coup sur la table pour lancer ce concept d'université à l'échelle des États-Unis, où là on parle quand même de 4000, 4500 commerciaux à l'époque, Ah oui. donc c'est un gros truc. Et quand vous découvrez finalement ce concept d'organisation apprenante, que vous commencez à prendre, on va dire, des infos, à rencontrer avec les gens, de quoi vous vous rendez compte dans ce que vous avez fait de manière empirique qui résonne avec, on va dire, tout ce qui a été conceptualisé, théorisé par Peter Senge? Qu'est-ce qui résonne, qui vous montre que vous avez fait, vous avez finalement développé des pratiques apprenantes sans forcément le savoir. Qu'est-ce que concrètement vous avez mis en place pour que dès lors de la première session en Pologne, les commerciaux sautent au plafond? Hmm. C'est une bonne question. Euh, Rétrospectivement, je pense que ce que je découvre, alors je ne sais pas si c'est aussi clair que ça. Non, mais ce qui me parle, moi, c'est sûrement 5 disciplines hein, de Peter Senge. Donc, la première, on y reviendra peut-être après, mais la notion de maîtrise personnelle, c'est-à-dire Peter Senge parle de tension créatrice. C'est-à-dire que pour lui, chaque personne, hein, quel que soit son rôle d'ailleurs dans l'organisation, pas seulement les leaders, c'est pas seulement. Mais en tout cas, toute personne est amenée, pourrait être amenée, en tout cas dans le cadre d'une organisation apprenante, c'est sûr, à travailler sur sa tension créatrice, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne du sens à mon engagement. Mhm. Voilà, au-delà d'être du titre, de la fonction, de la rémunération, qu'est-ce qui fait que je passe autant de temps à, euh, à travailler dans le contexte dans lequel je travaille. Et ça, je pense que pour ma part, c'est vrai que cette université et cette aventure-là, donc une fois de plus intrapreneuriale, c'est la suite déjà de près de, à l'époque d'une vingtaine d'années, hein, déjà de parcours dans L'Oréal, avec un fonctionnement assez atypique. Alors j'ai découvert plus tard que on a, on appelait ça de la déviance positive. À l'époque, je ne connaissais pas ces termes. Donc je suis sûrement déviant positif qui s'ignore. Et, euh, et donc ce que je vais découvrir dans le cadre de la maîtrise personnelle, c'est ça. C'est que j'ai une vision qui est cette université et qu'il va falloir communiquer aux autres, quel que soit leur niveau dans l'organisation, euh, qu'il va falloir leur communiquer, mais qui ne peut pas leur être imposé. Et donc, au-delà de la partager, le sujet, ça va être de, les, de les impliquer dans cette vision et ce qui va aller, bien sûr, c'est ça où c'est génial, qui va aller bien au-delà de tout ce que j'imaginais moi-même. Voilà. Donc il y a ça, il y a cette notion de travailler sur soi, et ça va s'illustrer par différentes choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, je vais solliciter une formation qui est bien sûr pas au catalogue, parce que ce que je demande n'est pas normalement
ce sur quoi forment les gens. Donc c'est une formation sur l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, qui s'inscrit dans le courant de la psychologie humaniste. Alors Rogers, c'est entre autres celui qui est à l'origine de tout ce qui est cercle de parole, pédagogie centrée sur le groupe. Bon, enfin, cet homme a fait plein de choses, et c'est ça. Je vais comment dire, je me rends compte que j'ai besoin de développer des choses spécifiques par rapport au projet unique que je suis en train de développer. Les modèles mentaux, bah, ça c'est facile. Les modèles mentaux, je vais m'apercevoir au contact déjà des outils dont je m'occupe dans le job précédent que des Suédois, c'est très proche, mais c'est pas des Danois. euh, et, euh, et des Danois ou des Suédois, c'est très proche, mais ce ne sont pas des Norvégiens. Et voilà, et ainsi de suite, avec ces différences. Et donc, c'est la découverte de l'interculturel, donc entre autres des modèles mentaux par rapport à un même métier, pourtant, et des produits qui sont communs, une marque qui est commune. Donc, c'est cette prise de conscience aussi des a priori, des préjugés que je peux avoir et qu'on peut avoir quand on aborde justement une réalité qui n'est pas la nôtre. Donc, bah, ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est exactement ça. On va former des Polonais, ok, à quoi il faut qu'on fasse attention, qu'est-ce qu'il faut qu'on évite, comment par exemple, enfin, c'est une anecdote, mais je repense à ça, on se retrouve, ça c'était en Russie, la formation dure 2 jours et demi, je crois, de mémoire. Et pendant 2 jours et demi, on a une personne qui est face à nous, une jeune femme, quasiment les bras croisés, assez inexpressive, qui sourit pas, vraiment, qui participe aux activités qu'on propose, mais qui le reste du temps est quand même très, très froide. Et avec Steven, donc, cet Anglais avec qui on fait ces formations, on s'interroge, on se demande voilà, ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème. Et finalement, à la fin de la session, elle vient nous voir, elle nous serre la main, elle nous dit merci, c'est la meilleure formation que j'ai jamais vécue. Donc voilà, a priori, qu'on peut avoir quand on lit qu'on interprète surtout des choses qui sont culturelles, où les gens expriment moins, bien sûr, que des latins, comme au Brésil, par exemple, où on va vivre des choses totalement différentes. Donc les modèles mentaux, je vais vite. Ensuite, il y a tout ce qui est vision partagée. Vision partagée, de fait, c'est comment ce qui naît dans la tête d'une personne devient petit à petit quelque chose qui est effectivement partagé par le plus grand nombre et enrichi de fait par tout un collectif. Apprendre en équipe, là aussi, l'équipe au départ, on est deux, comme je vous le disais, mais il se trouve qu'ensuite le projet ne va pouvoir évoluer qu'en créant une pseudo-équipe de gens qui vont se retrouver sur le projet parce qu'ils ont un intérêt. Ils ont un intérêt parce qu'ils sont directeurs généraux ou directrices générales de cette marque dans leur pays. Donc, bien sûr, il faut qu'ils la fassent. Ou parce qu'ils sont cadres commerciaux et qu'ils ont intérêt à ce que leur distributeur se développe. Enfin, donc, on va, pendant des années, ça va durer près de 10 ans, 12 ans pour moi, cette histoire, apprendre en équipe. Et enfin, la dernière, la systémique, c'est effectivement prendre conscience que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est un système, c'est un écosystème, et que finalement, on ne peut pas penser le particulier sans penser le général. Voilà. Et tout. Allez-y, oui. Ouais, quand vous parlez de systémique, quand vous avez parlé des US et de 2008, c'est sûrement cette notion de systémique qui a fait prendre conscience aux Américains que cette université pouvait être un bien pour eux. Quand bien même eux, ils étaient là avant l'université. Absolument. Exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est très juste. C'est que finalement, au départ, quand je leur propose ça, bon, ils me regardent un peu de haut. On fait 350 millions de dollars. Bon, t'es gentil. Commencer par lancer déjà en Hongrie, en Pologne. Enfin, on parle de rien dans ces pays-là. Et effectivement, en 2008, je pense que de mémoire, il y a une vingtaine de pays qui ont dû lancer l'université.
dont déjà des pays qui sont plus importants. Et c'est vrai qu'ils sont plus réceptifs quand je retourne les voir et que là j'ai des arguments et des preuves tangibles de l'impact que ça a eu sur les lancements ou sur le développement des quelques business existants préalables à l'université. Euh, donc là, oui, la systémique prend toute son ampleur. Et en fait, ce que j'ai pas dit, mais qui est important, c'est que cette université, en 2008, donc 3 ans plus tard, va donner lieu à un projet plus large, qui est le projet de créer la L'Oréal Sales Academy, et qui lui s'adresse aux forces de vente qui sont les forces de vente directes sur les autres marques de L'Oréal. Et donc ça va être lancé dans 75 pays. On va s'appuyer sur notre encadrement. C'est ça aussi la systémique, sur notre encadrement, puisque là on est en direct, pour amener à travers un séminaire qui s'intitule Manager Coach l'ensemble des parties prenantes de la division dans un pays, donc pas seulement les commerciaux, mais aussi le marketing, mais aussi tout ce qui est technico-commercial. Bon, on y reviendra peut-être. Et puis après de ce projet, L'Oréal Sales Academy qui reste sur l'interne, bah, il va y avoir un autre projet, puisqu'on est dans du B2B2C, qui va être d'accompagner le développement de nos clients professionnels et qui va prendre la forme de la L'Oréal Business School. Donc voilà, et ça terminera, ça s'écanche pas par le transfert à une autre, comment dirais-je, une autre entité qui sera née entre-temps, et ça sera la Retail Academy de L'Oréal, avec un scope de quasiment 1 million de personnes dans le monde. Donc oui, le côté systémique, bah, ça a été vécu bien au-delà de la théorie, quoi. Et ce qui est marrant, par contre, c'est avec certains principes de base. Voilà, parce que la difficulté, finalement, c'est d'adresser la complexité. Je ne sais plus qui parle de simplicité. Voilà, de rester, de trouver une façon simple d'adresser la complexité. Ouais, C'est, ouais. Ouais, ça me fait penser à Edgar Morin. Je crois que c'est Edgar Morin qui parle notamment de bah, ça. Mais ouais, effectivement. Et moi, ce que je ressens, c'est que finalement, j'ai l'impression que le terreau initial, c'est beaucoup d'empathie, dans le sens où vous êtes mis dans les baskets. Moi, j'ai eu du marketing, hein, et je sais que la meilleure chose, c'est se mettre dans les baskets mmh, de sa cible. Et en fait, vous vous êtes dit, ok, on va aller voir ces Polonais, mmh, et tout a démarré de là. Avec, si on y va avec notre prisme, avec nos lunettes, c'est pas sûr que ça fonctionne. Alors que si on se met dans leur basket, eh ben c'est là, ça. on ne sait pas exactement comment ils sont taillés les baskets, mais on suppose que ces baskets. Et puis Mmh, surtout, on va découvrir avec eux comment sont ces baskets, comment ils, voilà. Et c'est donc, ça. on va s'intéresser à eux avant de s'intéresser au produit. Parce que le Mmh, produit, ok, il est là, voilà, il a un succès aux États-Unis. Et moi, ce que je ressens de ce que vous m'avez dit, c'est ça, c'est le fait que cette empathie, cette volonté en fait d'aller au, ouais, au devant en fait des commerciaux et des spécificités culturelles de chaque pays et de chaque commercial dans chaque pays, parce que même si on a ensuite un socle culturel, deux commerciaux sont différents. Il y en a qui sont plus, on l'a vu en Russie, hein, qui vont être plus réservés, et d'autres qui vont être un petit peu plus extravertis. Cette notion d'empathie, je crois qu'elle est importante dans cette notion d'organisation apprenante. Et là, vous l'avez bien défini effectivement. mmh. Eric, Ouais. oui, allez-y. Mmh. Et après, j'ai une question. Non, non, simplement, je vous rejoins sur le fait que l'empathie, c'est la base, hein, et ça, et par rapport à votre question, comment on arrive à ça, moi, je pense que le fait d'avoir été commercial, Mhm. euh, le fait d'avoir été commercial, et parce que je crains que quelquefois on l'oublie au marketing, hein, pour avoir fait un peu de marketing aussi, mais après une grande expérience commerciale. Euh, bah, un commercial, c'est logiquement quelqu'un qui fait preuve d'empathie. Enfin, je parle pas de la caricature du commercial qui juste fournit des produits, mais je parle du vrai commercial et de ce que ce métier a de, a de noble. Dans le fait où d'abord on essaie de créer une relation avant effectivement de vendre quoi que ce soit, et ça passe par l'empathie, qui est d'ailleurs l'une des trois conditions à réunir dans le cas
d'un entretien centré sur la personne, hein, de Carl Rogers dont je parlais tout à l'heure. Donc effectivement, l'empathie, c'est au cœur de tout ça. Ouais, ouais, effectivement. C'est bien de la rappeler. Tout à l'heure, en début d'échange, vous avez parlé du concept d'organisation apprenante et j'aimerais qu'on puisse revenir aux sources même de ce concept, avant même que Peter Senge le théorise dans le livre de la cinquième discipline, parce que avant ça, Peter Senge, en fait, finalement, on est venu presque le chercher, où il a fait des rencontres, mais avant ça, il y a des gens qui l'avaient peut-être pas théorisé, mais qui l'avaient pratiqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que moi, je trouve très intéressant toujours de repartir dans l'ADN des choses, parce que c'est là où on va tirer finalement un certain nombre de la quintessence de ce que l'on peut faire après. Oui, vous avez raison, Cyril. Et d'ailleurs, c'est ce qui, pour ma part, a renforcé comment dirais-je, cette adhésion à ce concept d'organisation apprenante. C'est qu'au-delà du concept en lui-même, hein, parce que bon, l'ouvrage de la cinquième discipline, c'est quand même un gros pavé qui mérite d'être lu et qui demande un effort intellectuel quand même assez conséquent. C'est intéressant, et comme étant à l'origine moi-même un opérationnel, c'est vrai que ce qui m'a particulièrement inspiré, c'est de revenir à ces sources. Alors il y en a plusieurs, mais il y en a deux pour ma part qui ont été vraiment très inspirantes. Une qui est donc les travaux d'un monsieur qui s'appelle Harry De Geus, qui dans les années 70 est directeur de la prospective de Royal Dutch Shell à l'époque, et qui va vivre donc avec Royal Dutch Shell les premiers chocs pétroliers, hein, c'est, je crois de mémoire 73, 74. 73. Et donc, voilà, réaliser avec toute l'organisation Shell la fragilité finalement de ce mastodonte qui est Royal Dutch Shell à l'époque, dans la mesure où tout repose sur une donnée qui est le prix du baril de pétrole. Voilà. Donc toute la richesse et la puissance de cette organisation repose uniquement sur cette donnée. Ce qui fait qu'en 73, au moment de la crise de l'OPEP, effectivement, tout est potentiellement remis en question, ce qui va les amener à revoir leurs modèles mentaux, justement, et ça va passer à Perry de Geus par... alors c'est un monsieur qui est passionné justement par tout ce qui est apprentissage, enfin notamment il va beaucoup travailler sur ce qu'avait amené Piaget, en l'occurrence l'apprentissage par accommodation, c'est-à-dire par l'expérience en quelque sorte, pour faire simple, là où généralement on apprend par assimilation, hein, c'est-à-dire par transfert de connaissances de façon un peu passive. Et donc il va explorer comme ça différentes pistes avec son équipe, notamment aussi une piste intéressante qui est, ils vont se demander pourquoi, qu'est-ce qui fait que des entreprises justement vivent plus longtemps. S'intéresser beaucoup au concept de longévité des entreprises. Il va écrire d'ailleurs un livre qui en anglais s'appelle The Living Company, qui a été traduit par la pérennité des entreprises. Hein. Bon, c'est pas une super traduction. Et donc, il va effectivement s'intéresser à qu'est-ce qui fait que certaines organisations ont vécu 300, voire 500 ans. Je crois qu'il y a même une organisation au Japon qui à l'époque a 700 ans d'existence. Donc, et la question, c'est comment se fait-il que ces organisations aient pu traverser les guerres, les épidémies, les crises financières. Qu'est-ce qui a fait que ces organisations ont survécu? Et là aussi, pour simplifier, hein, mais en gros, ce qui va ressortir de ces études, et c'est ça qui va d'ailleurs l'amener à prendre contact avec Peter Senge, c'est que il y a deux concepts, en tout cas très forts. C'est que d'abord, l'organisation, elle est vivante. Donc l'organisation n'est pas une machine, comme on a tendance à la voir, hein, de façon assez classique, avec des organigrammes, des petites boîtes dans lesquelles on enferme les gens avec des traits qui sont censés représenter les liens, oui, seulement hiérarchiques de ces gens. Donc une organisation, c'est pas du tout ça. Une organisation, c'est vivant. Et
et déjà, si on accepte de voir, là aussi, le modèle Mentos, si on accepte de voir l'organisation comme un organisme vivant, bah, ça ouvre des tas de nouvelles perspectives. Et par voie de conséquence, si c'est vivant, bah, comme tout ce qui est vivant sur la planète, ça apprend. Voilà. Et donc la question devient, qu'est-ce qui favorise pas seulement l'apprentissage, hein, alors on fait la différence entre l'apprentissage et l'apprenance, hein. L'apprentissage, c'est très bien, mais c'est une boucle qui se ferme une fois l'apprentissage effectué, une fois la compétence acquise. Alors que l'apprenance, c'est quelque chose qui tient beaucoup plus à cette notion de maîtrise personnelle dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire c'est vraiment une quête à la fois individuelle et collective, une façon d'être qu'on relierait aujourd'hui à un concept de psychologie positive qui est la notion de mindset, voilà, d'état d'esprit de développement par rapport à un état d'esprit fixe. Voilà. Comment rester apprenant et curieux. Donc, oui, organisation vivante et organisation apprenante parce que vivante. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait cette réflexion que je trouve géniale de dire, mais des entreprises se demandent par moment comment devenir organisation apprenante ou entreprise apprenante, mais la question n'a pas lieu d'être parce qu'elles sont de fait apprenantes puisqu'elles sont vivantes et qu'elles sont. Bon, la question, c'est plutôt liée à la conscience d'être apprenant parce qu'on l'est de fait. Donc, voilà, je ne vais pas être trop long, mais Harry de Guus, voilà, je vous encourage, pour ceux que ça intéresse, à aller creuser. Il y a des vidéos de lui sur le site Sol France et sur YouTube en général. C'est un homme passionnant. Et dernière idée, quand même, c'est lui qui est à l'origine aussi, justement, dans cette notion d'apprentissage par recommandation, du travail de l'approche par scénario. C'est-à-dire qu'il se rend compte que les cadres de Shell, justement, enfermés dans des modèles mentaux, si on leur demande de régler des problèmes ou d'imaginer ce que pourrait être un monde avec un baril de pétrole qui perd 50% de sa valeur, ils sont incapables de répondre à ça parce que ça leur paraît totalement aberrant et qu'il y a trop de blocages psychologiques qui font que et de modèles mentaux donc dans la culture aussi de l'organisation qui font qu'ils vont pas pouvoir répondre à ça si ce n'est à travers des réponses très classiques. Et donc, il va aborder ça par la notion de scénario. C'est-à-dire, on ferait comme si, vous savez, comme les enfants, on ferait comme si on était les rois du monde, quoi. Et donc, en faisant le on ferait comme si, il s'aperçoit que ça débloque certains préjugés, justement, ou a priori, et que finalement, dans le on ferait comme si, on va se raconter des histoires. En se racontant des histoires, on va imaginer des choses différentes et donc potentiellement créer de nouvelles réalités, de nouveaux possibles. Donc ça, c'est Harry de Guss. Et puis une autre source, alors qui vraiment a été une totale pour moi et vraiment géniale, dont Peter Senge s'est beaucoup inspiré, c'est un monsieur qui s'appelle Dee Hock, que généralement personne ne connaît, qui est le fondateur de Visa International, entre autres. Alors c'est assez marrant parce que quasiment tout le monde a une carte Visa, mais tout le monde connaît, Elon Musk. Elon Musk, j'allais dire, ouais, tout à fait. Elon Musk qui a été chez Visa. Voilà. Ouais. Chez PayPal, non, chez PayPal. Il a été chez PayPal, pas chez Visa. PayPal, ouais. Mais non, mais ce que je veux dire, tout le monde connaît ces gens-là, mais on ne connaît pas Dee Hock en général. Et puis Visa, on sait très peu de choses sur Visa. C'est assez étonnant. En tout cas, ce monsieur, il est cadre, mais cadre moyen, un peu rebelle, dans une banque californienne qui s'appelle Bank of America dans les fin des années 60, début 70. Et c'est le moment où les cartes bancaires explosent aux États-Unis. Enfin, c'est les premières cartes, qui ne sont pas tout à fait les cartes qu'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, c'est un joyeux Beans. Et son patron, qui a repéré chez lui une façon justement un peu originale d'aborder les choses, va lui confier la mission, sans aucun moyen, sans aucune ressource, d'essayer de réfléchir à un système qui pourrait quand même un peu harmoniser ce qui part dans tous les sens.
Bon, c'est ce qu'il va faire, hein, je vais vite, mais c'est ce qu'il va faire à l'échelle des États-Unis. Puis comme il va réussir à l'échelle des États-Unis, on va lui dire, bah tiens, ça serait bien de réfléchir maintenant à un système à l'échelle mondiale qui permette de faire ça. Et ce système va devenir Visa International. Et là, lui aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme qui est, entre autres, passionné de biologie. Il adore la nature, il adore observer la nature. Et l'une des idées qui sort de ces observations, c'est que la nature repose sur deux grands principes. Un principe de compétition, qui est souvent mis en avant, hein, c'est le côté darwinien du truc, un principe de compétition et un principe de coopération. Mais les deux vont de pair. Et, euh, et donc, l'une des idées qu'il va développer et qui est un modèle assez intéressant, voire passionnant par rapport aux questions qu'on se pose aujourd'hui, parce que finalement, ce qui est compliqué, ou ce dans quoi sont beaucoup d'organisations, voire on peut étendre, hein, d'États ou d'institutions, c'est soit le modèle basé sur la compétition et finalement une forme d'ordre, de domination, hein. Enfin, ça sous-entend tout un tas de choses dans le pur modèle de compétition, Ouais. ou le modèle de coopération qui lui repose sur d'autres registres. Et lui observe que finalement, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un équilibre entre ce qui est de l'ordre et ce qui est de l'ordre du chaos. Et il va créer ce concept d'organisation chaotique, donc qui, comme le terme l'indique, est un joyeux mélange, comme dans la vie, d'ordre, parce qu'il ne peut pas y avoir d'organisation sans qu'il y ait une certaine structure, sans qu'il y ait, voilà, il ne peut pas y avoir le corps humain, il y a des os, des choses qui sont solides, qui tiennent comme une armature, et puis en même temps, s'il y a trop de ça, ça devient rigide, ça se sclérose, ça se paralyse. Ouais. C'est la bureaucratie, hein, évidemment. Et puis, donc, du chaos parce que c'est là qu'il y a de la bifurcation, c'est là qu'il y a de l'innovation, tout le monde parle de l'innovation. C'est parce qu'il y a du chaos, c'est parce qu'il y a de l'imprévu, c'est parce qu'il y a de l'incertain. Maintenant, l'organisation ne peut pas vivre que là-dedans non plus. Enfin, je vois pour certaines startups qui partent là-dessus, c'est le début, c'est l'effervescence, c'est le chaos. Simplement arriver à un certain stade de leur développement, les startups aussi doivent passer par plus d'ordre, plus de structure. Alors c'est marrant parce que les grosses boîtes cherchent à avoir du chaos pour innover, Ouais. et puis celles qui sont bâties sur le chaos vont plutôt vers un peu de structure. Donc voilà, Die Hawk, autre source. Et c'est intéressant d'ailleurs Complètement. dans cet exemple de voir que c'est quand même la personne qui a créé une carte bancaire sur. Enfin, c'est quand même la banque, c'est quand même un métier c'était un métier très structuré et qui l'a fait en fait sur une vision très ouais, tiré des principes du vivant. Et c'est assez intéressant de se dire que il s'est dit en montant Visa International, je veux le faire aussi sur le principe un peu du chaos, alors qu'on sait qu'au niveau bancaire, ce qui est important en fait, c'est que les éléments soient rangés au bon endroit. Donc ouais, c'est assez intéressant de voir ça. Ça va même plus loin, c'est-à-dire que bon, ça je ne l'ai pas dit parce que ça peut en effrayer certains par moment, mais c'est aussi une dimension spirituelle qu'il a dit au cas. C'est-à-dire c'est la nature au sens large, donc c'est aussi faire confiance faire confiance justement à l'inconnu, à l'incertain, et c'est apprendre en marchant, et avoir cette confiance que les solutions vont apparaître. Voilà, ça c'est aussi un truc que je retiens, hein. Tout à l'heure, vous me posiez la question de ce que j'ai appris après coup. C'est très souvent devant des problèmes ou effectivement d'une grande complexité. Et bon, enfin, en même temps, je sauve pas des vies, hein, c'était pas ça, mais enfin, face à des problèmes très complexes, comment tout d'un coup accepter de ne pas savoir et par contre faire confiance au fait que la solution est dans le système. Mhm. Voilà. Et
Hawk, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça parce c'est pareil, il a aucune ressource, que ce soit à l'échelle des États-Unis, même après à l'échelle de Visa. C'est énormément basé sur la relation, sur la confiance, d'ailleurs tout le principe de la carte, hein, parce que c'est le début aussi de l'informatique. Son truc génial, c'est aussi d'avoir cette vision que la monnaie va se dématérialiser, que la monnaie c'est de l'information. C'est ça qui va être l'essor de la carte aussi, c'est que c'est de l'information intangible. C'est plus du billet ou c'est plus de la pièce. Et si c'est de l'information, ça ouvre à toute une nouvelle façon de penser l'organisation, plus au niveau informationnel que bon. Ouais. Mais ce qui n'empêche pas que dans la banque, il y a aussi l'autre aspect. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que de se dire que on n'a pas nécessairement la solution et qu'on va faire confiance à l'écosystème pour la trouver, on est encore très très attaché au réflexe problème-solution et en ça, il avait déjà quelques coups d'avance. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, NOOUS.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.